sommes de retour sur Direct Marché en compagnie de Sébastien Lemonnier, gérant Action Européenne chez Manzartis. Bonjour. Bonjour. Alors jeudi prochain, jeudi 22 janvier, aura lieu la prochaine réunion de la BCE. Donc tout le monde attend, tous les investisseurs attendent le lancement d'un quantitative easing. Tout d'abord, est-ce que vous tablez également sur cette annonce d'un quantitative easing dès jeudi 22 janvier? Alors oui, on est assez confiant en fait sur le fait que la BCE va agir. C'est clairement pas une surprise. La surprise peut venir de comment, est-ce que les investisseurs du coup seront déçus ou pas. Là où on a une vraie certitude, c'est que ce que les gens sans doute oublient par rapport aux autres banques centrales, notamment la Fed aux États-Unis, c'est que le cahier des charges de la banque centrale en Europe, c'est de gérer l'inflation ou la déflation. C'est pas forcément des problématiques de croissance, d'où sans doute des déceptions des investisseurs depuis des trimestres sur les inactions peut-être de la BCE par rapport à une croissance morose. Là, justement, avec la problématique énergie et prix du pétrole, on a un vrai sujet de déflation en Europe qui s'accélère du coup. En tout cas, il y a une vraie certitude de déflation et donc ça laisse présager de toutes les chances pour que la BCE intervienne. On n'est pas spécialiste assez, on est vraiment des gérants patrimoniaux de stock picking pour savoir vraiment quel va être le montage, et finalement pour moi c'est plus de la spéculation. Ce dont on est convaincu, c'est que la BCE est là, et c'est ce que je dis depuis plusieurs trimestres. La BCE agit un petit peu comme un rôle de défenseur par rapport à un potentiel de baisse sur les marchés, puisque si on va dans une situation qui n'est vraiment pas bonne, la BCE est là pour nous protéger. Ouais. Alors c'est vrai, vous le dites, on a cette situation de déflation qui devient de plus en plus prégnante, et la BCE donc, qui pourrait agir. En tant que gérant, justement, que vous inspire ce contexte macroéconomique? C'est quand même assez fragile, on voit ces marchés aussi de très fortes variations sur les marchés, notamment depuis le début de l'année. Comment est-ce que vous gérez ça en tant que gérant? Comme à chaque fois, la macroéconomie c'est très compliqué. En plus, là, on peut même y associer des problématiques politiques, géopolitiques, de pression un peu populiste dans certains pays comme en Grèce. Donc c'est un environnement qui est en effet très compliqué. On a une approche en fait finalement de se dire la macro, ça a toujours été très compliqué, sans doute trop compliqué. Donc concentrons-nous sur les sociétés dans lesquelles on investit. Et en revanche, quand on valorise une société, on regarde quel potentiel à la hausse, mais aussi quels risques peuvent être associés à la macroéconomie. On n'est pas très surpris que les marchés restent volatiles, parce que par exemple dans la déflation qu'on est en train d'observer aujourd'hui, ça crée en quelque sorte une mauvaise nouvelle, parce que l'environnement déflationniste pour les marchés boursiers n'est pas forcément une bonne chose, mais c'est aussi une vraie bonne nouvelle pour des sociétés industrielles qui dépensent beaucoup en énergie. Je pense notamment à l'industrie du ciment sur lequel on est fortement exposé, ou tout simplement pour le consommateur. Parce que depuis 10 ans, on n'a pas forcément eu une inflation qui a été très forte. L'inflation qu'on a pu connaître ces 10 dernières années, en tout cas en Europe, était essentiellement tirée par des matières premières, mais il n'y avait pas forcément de gain de pouvoir d'achat pour le client. Donc il y a du bon, il y a du mauvais, c'est là où il faut rester convaincu de ses convictions, de sa stratégie d'investissement pour pouvoir faire face à tout ça. Ouais. Alors c'est vrai que cette forte baisse du cours de l'or noir, on s'approche là quasi des $40, en tout cas on y va. Beaucoup sont impactés par un tel niveau de prix du baril. Quel est l'impact selon vous donc, de ce faible pétrole, de ce faible prix du pétrole durablement sur la durée? Alors c'est très compliqué, et c'est très compliqué pourquoi? Parce que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, quand tout le monde essaye parfois de faire des prévisions macroéconomiques, quelle nouvelle en quelque sorte? Si on nous avait dit il y a 9 mois que le pétrole allait être aussi faible, je pense que peu de gens y auraient cru. On ne fait pas de prévision sur l'évolution du prix du pétrole, là aussi parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments peut-être politiques, géopolitiques, et donc qui sont difficiles à appréhender. Il y a des stratégies qui peuvent être différentes sur certains acteurs qui veulent jouer un peu la guerre des prix en garantissant leur volume. Donc c'est très compliqué. Ce qui est sûr, c'est quand beaucoup de personnes, ou tout le consensus nous disait il y a peu de temps que le pétrole à long terme valait quelque chose entre 90 et 110, 120, et qu'aujourd'hui on nous parle de 30, 40, je pense que tout simplement à moyen terme la vérité est quelque part entre les deux, comme à chaque fois. C'est difficile de se faire une vraie conviction parce que là on est plus dans un sentiment de flux de marché, donc comme hier je crois que ça a été une séance où le pétrole a encore beaucoup baissé. C'est difficile de se battre contre monsieur marché, les flux sont contre l'investisseur qui serait tenté d'aller sur le pétrole. En tant que gérant, comment est-ce que vous agissez justement dans ce marché? Est-ce que vous allez jouer la thématique pétrole? Est-ce que vous restez écarté totalement des valeurs pétrolières, parapétrolières? Alors on regarde les fondamentaux et on regarde aussi les valorisations. Sur l'aspect valorisation, ça commence à nous sembler attractif. Le seul problème, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans les E des entreprises.
Les parapétrolières, il y a certains titres sur lesquels on pourrait avoir envie de commencer à entrer, comme un acteur comme Technip, où au-delà des donc des bénéfices, on se paye aujourd'hui 0,6 fois les capitaux employés. Donc pour un industriel qui veut acheter la base d'actifs, il la paye en quelque sorte avec une décote. Malgré tout, ce que je disais, les flux du marché sont forts, donc je pense qu'il faut quand même y aller très prudemment. En revanche, on commence à regarder certaines majors pétrolières. Alors là aussi, c'est pas forcément une position qu'on va construire tout de suite en une semaine, c'est plutôt lissé dans le temps, toujours pour une approche patrimoniale pour nos clients en horizon 3-5 ans. Mais quand je regarde un Total, quand je regarde un Royal Dutch Shell avec des rendements qui peuvent être parfois supérieurs à 6%, je me dis tiens, il y a peut-être une anomalie de marché. Et quand on regarde d'ailleurs sur le très long terme, il y a quand même une vraie corrélation entre la performance boursière et l'attractivité du rendement. Donc même si les cours du baril continuent de baisser, vous commencez un petit peu à prendre des positions en espérant finalement un retournement du pétrole. Seulement en étant très sélectif. Donc quand je parlais du dividende, c'est vrai que le focus a été pour nous d'analyser la pérennité des dividendes et éventuellement en cas de poursuite ou de durabilité de ces pressions sur le prix du pétrole, quelle peut être la capacité d'ajustement des capex de ces différentes sociétés. Et c'est vrai que quand je regarde le consensus d'analyse qui est encore relativement prudent sur les coupes de capex sur des acteurs comme Total ou Shell, je me dis si les choses s'enveniment en quelque sorte, c'est des acteurs qui ont encore un peu de marge de manœuvre pour couper et garantir leurs dividendes. Mais il faut être très sélectif parce qu'à l'inverse, il y a des acteurs comme sans doute Repsol où le dividende est très faiblement couvert et donc qui pourrait être demain un risque. On est faiblement exposé, comme on a une gestion qui est vraiment totalement décorrélée des indices, c'est quand même des points importants dans les indices. Quand je vous mentionne ces deux valeurs, c'est aujourd'hui les deux seules valeurs qu'on a et on en a moins que des indices puisqu'on ne regarde pas les indices. Justement, quels sont les secteurs sur lesquels vous investissez actuellement? Alors notre stock picking nous a plutôt amené à investir ces derniers temps sur des valeurs qu'on pourrait appeler cycliques et que moi j'ai tendance à appeler cycliques de belle qualité parce qu'il suffit justement pas d'acheter juste une thématique macro. On aime les sociétés qui sont peu chères et en fait aujourd'hui on a un paradigme sur les marchés où on a à la fois des sociétés que moi je commence à trouver relativement chères voire très bien valorisées qui sont d'ailleurs plutôt des sociétés défensives comme la pharma, même si on a encore quelques opportunités, tout ce qui est agroalimentaire avec des acteurs comme Nestlé, même des acteurs comme L'Oréal ou Danone, on commence à trouver ça quand même bien payé. Et à l'inverse, on a vraiment des valeurs qui sont délaissées tout simplement parce que le sentiment macroéconomique n'est pas bon. Donc je parlais tout à l'heure, on a une exposition sur le secteur du ciment qui est assez importante, mais qui est aussi liée aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'on a la première ligne du fonds que je gère Mansartis Europe qui est Lafarge. Lafarge, c'est aussi une situation spéciale avec la fusion d'Holcim sur lesquelles les investisseurs restent encore un peu sceptiques. Je pense qu'on aura des nouvelles cette semaine justement par rapport à ce deal puisque des offres devaient être déposées. Là, je crois qu'on arrivait justement aux dates butoirs et je pense qu'on aura des bonnes nouvelles. Et quand on regarde la valorisation du groupe aujourd'hui, je pense qu'elle ne prend pas en compte, en tout cas pour l'actionnaire de Lafarge, à la fois des synergies opérationnelles de fusion avec Holcim où Holcim est très en avance par rapport à Lafarge, par exemple sur des achats centralisés. Holcim depuis très longtemps achète ses pneus pour ses camions de façon centralisée, les camions de façon centralisée au sein de Lafarge c'est encore très récent, donc il y a encore beaucoup de choses à gagner. Il y a beaucoup de choses à gagner fiscalement aussi au niveau de Lafarge puisque ça va faire baisser leur taux d'imposition. Et puis enfin sur le levier financier, puisque Lafarge est un groupe relativement endetté, à contrario d'Holcim où le bilan est plus solide, et donc là aussi les frais financiers vont baisser. Donc on est très confiant sur un acteur comme Lafarge et également sur Vicat qui est un autre cimentier de plus petite taille qui est perçu peut-être plus comme une valeur de marché mature puisqu'aujourd'hui une partie importante de son chiffre d'affaires et de ses profits est fait en France, en Suisse notamment, mais qui à contrario des autres cimentières, peut-être parce qu'il est géré de façon plus familiale, plus entrepreneuriale, investit toujours à contrecarré du cycle. Et donc c'est un acteur qui a beaucoup investi en bas de cycle, qui a aujourd'hui 2/3 de sa production qui est dans des pays émergents et non plus matures, et sur lequel justement aujourd'hui il y a un levier opérationnel fort, comme c'est le cas en Inde, où on a à la fois une reprise des volumes avec les plans d'investissement suite aux élections, mais aussi une reprise des prix, parce qu'on a eu une surcapacité qui a été forte. Et donc quand vous avez la combinaison des deux et un outil de production qui part de zéro, vous avez un levier opérationnel qui est à mon sens très attractif et qui fait que les free cash flows seront forts parce que justement les investissements sont derrière nous. Donc je rappelle donc un petit peu de pétrolière, enfin vraiment on commence un début
un début d'intérêt. Un début d'intérêt, vous avez cité Total. Là, les cimentières, est-ce qu'il y a un autre secteur par exemple, que vous pouvez nous citer sur lequel vous soyez fortement pondéré? Alors peut-être pas ce secteur, mais je vais parler des small et mid cap, parce que moi j'ai la chance de pouvoir gérer un fonds généraliste. Et en fait, quand on regarde les small et mid cap à peu près à la même époque l'année dernière, il y avait un engouement. En France, il y avait aussi le lancement du PEA, PME justement qui avait été lancé, et c'est vrai qu'on avait quand même des niveaux de valorisation qui étaient quand même compliqués, même si on a des sociétés qui sont de très bonne qualité, et à long terme les small et mid cap font mieux que toutes les autres classes d'actifs et ne sont pas forcément d'ailleurs aussi plus volatiles, mais finalement depuis mars-avril l'année dernière on a une forte sous-performance des small mid cap par rapport au large cap, et qui du coup aujourd'hui nous redonne des opportunités d'investissement. Alors ça avait déjà été le cas à partir du mois de septembre finalement, parce qu'on avait une grosse période de sell-off pendant l'été. On avait constitué des positions, pour certaines elles ont été soldées puisqu'on a eu des très bonnes performances. Je pourrais sauter la société italienne IMA, qui est un acteur défensif qui fait notamment les machines pour produire les sachets de thé ou autres. Mais on a pas mal de small et mid cap aujourd'hui en portefeuille. Merci beaucoup Sébastien Lemonnier, gérant Action Européenne donc chez Manzartis. C'est la fin de Direct Marché. On se retrouve demain à 8h30 pour une nouvelle émission. Très bonne journée.